Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de manga, de littérature, de musique, d'agents secrets. Oui, d'agents secrets, car aujourd'hui, on consacre une émission entière à 007, a.k.a. James Bond. Et pour parler de cette saga légendaire, j'ai avec moi une équipe de gentlemen aussi extraordinaire que James Bond lui-même. À commencer par Christian Destremo, vous êtes historien. Bienvenue sur notre plateau. J'espère que vous êtes en forme pour ce sujet ô combien important et ô combien relié à l'histoire et à toutes les histoires, j'ai envie de dire. À côté de vous, Laurent Doucet, vous êtes podcasteur, bienvenue, un spécialiste de James Bond également. Hein. On essaye. On essaye, bon. Vous allez nous démontrer tous vos talents aujourd'hui. Frédéric Albert Lévy, bienvenue. Vous êtes professeur de lettres à la retraite, j'en suis pas si sûr que ça, et journaliste. Bienvenue. Quoi, que je sois à la retraite? Oui. Oh, il y a longtemps déjà. Non. Si. Bah si, parce que moi, je suis né à peu près en même temps que James Bond. James Bond est né en 53 et je suis un peu plus vieux que lui. Non, j'ai des doutes. Je pense que vous avez une double identité comme notre agent préféré. Et on va commencer, messieurs, par le début, par l'homme au stylo d'or, Ian Fleming. Alors oui, c'est toujours mieux de commencer par le début. Alors évidemment, beaucoup de gens, peut-être les plus jeunes, connaissent d'abord la saga cinématographique, mais évidemment, à la base, eh bien, ce sont des romans et il y a un écrivain derrière tout ça. Qui va commencer par nous parler de cet écrivain? Qui veut prendre la parole? Ouais. Christian, allez-y. Je comment dire deux mots. Alors, Fleming entre un peu dans l'écriture, un petit peu par hasard. Puisqu'il est journaliste à la base, c'est ça? Il a été avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a cherché sa voie. Bon, c'est un fils de bonne famille, très sûr de lui-même, mais qui n'a pas suivi les voies royales. Et donc, il va faire son apprentissage. Il y a un moment très important dans sa vie, c'est son passage dans l'agence de presse Reuters, où il apprend... Il est assez doué, visiblement, il est assez doué pour l'écriture, mais là, il apprend à écrire vite, de manière concise, et en même temps, il manifeste une grande curiosité d'esprit. Ce sont les atouts, enfin les caractéristiques principales d'un bon journaliste, c'est-à-dire qu'il repère des choses intéressantes, des détails, des événements, des personnages, et ça, il les garde, il va s'en resservir après dans l'écriture de la saga. Mais enfin, il y a le potentiel de quelqu'un qui écrit bien et qui en même temps est très sûr de lui, donc il peut écrire des choses qui sont un peu originales, un peu extraordinaires, pas très crédibles, ça ne le gêne. Sur quel type de sujet il écrit d'ailleurs? Bon, il est correspondant de presse. Hein. Alors, il travaille d'abord sur des histoires financières. Et puis, avant la guerre, il est envoyé pour assister à un procès qui se déroule en Union soviétique, qui est un des procès très importants, qui implique des ingénieurs britanniques qui travaillaient sur un contrat en Union soviétique, donc sous le communisme, sous Staline. Et il va assister à ce procès et il va en faire des dépêches. Alors, il est un peu un pigiste, c'est pas un grand journaliste, mais on voit très bien qu'il a déjà un certain talent pour l'écriture rapide, précise, pour les détails, et ça se manifestera plus tard dans son œuvre. Mais son entrée, le début de la création elle-même, c'est surtout, je dirais, c'est quand même quelqu'un qui, après la guerre, on pourra peut-être en parler après sa guerre où il fait partie des services de renseignement britanniques, c'est quelqu'un qui, après, cherche sa voie, en fait, comme souvent, après un événement si important, si fort que la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a une sorte de ferveur retombée et il cherche sa voie. Et comme il a été dans la publicité aussi, il comprend très bien ce qui peut fonctionner.
Et il va lancer d'abord son premier livre, et puis de fil en aiguille, les choses vont prendre tournure. Vous avez mis le doigt sur un point important, c'est que James Bond, son personnage, va être aussi auto-inspiré de lui-même, parce qu'il va passer de journaliste à espion. C'est ça. Moi, je dirais presque le contraire. Je dirais que James Bond fait ce que lui aurait voulu faire pendant la guerre, mais n'a pas pu faire puisqu'il était coincé dans un bureau. Alors, il y a un truc amusant de ce point de vue-là, c'est que, tout le monde connaît l'histoire, mais on attribue une grande partie du succès des romans de Fleming à Kennedy. Pourquoi ? Parce que c'était un journal, je ne sais plus quoi, peu importe, lui avait demandé ses 10 romans préférés. Et dans la liste, il y avait, entre autres, Stendhal, La Chartreuse de Parme, si ma mémoire est bonne, et Fleming. Et pour moi, c'est la même chose, parce que Stendhal se met à écrire, il écrivait déjà, mais se met à écrire des romans. Pourquoi ? Parce qu'il est vaguement diplomate en Italie, à Civitavecchia. Il s'ennuie comme un rat mort, et donc il rêve d'action, d'amour, etc. Et je pense que Fleming, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, pendant la guerre, on ne va pas dire qu'il n'a rien fait, même s'il y a pas mal de gens qui ricanent à propos des activités de Fleming pendant la guerre. Et donc, tout ce qu'il n'a pas pu faire pendant la guerre, il le fait après la guerre, mais sur du papier en écrivant. Donc, quand vous dites qu'il s'est inspiré de lui-même, oui, mais il a pris le revers de sa médaille, si je puis dire. Je vous trouve un petit peu sévère, si vous me permettez. Non, mais soyez. C'est simplement qu'il était dans le service des renseignements britanniques, il n'était pas dans l'action. C'est certain. C'est là la nuance. C'est-à-dire qu'il a conçu des plans, il a eu un rôle d'adjoint du responsable, du chef du service de renseignement de la Royal Navy, qui était une institution très importante. Qui va lui inspirer un personnage après. Exactement. Et donc, il va côtoyer beaucoup de gens intéressants qui partent pour l'action, qui partent en France. Et puis, il va concevoir certains plans. Mais effectivement, il ne sera pas dans l'action elle-même. C'est surtout ça. Il n'a pas fait une guerre catastrophique. Enfin, il en a un peu rajouté, effectivement, avec son bel uniforme de la Navy. Et puis, mais il n'a pas été au front, quoi. Il a été à Londres, mais c'était dans la guerre qu'a menée la Grande-Bretagne. Ce type de métier était très important. Ce type de poste était très important, puisqu'on estimait que les Britanniques considéraient que les opérations spéciales, l'intoxication, tout cela faisait partie de la panoplie et était peut-être même la seule façon de gagner la guerre face à l'armée allemande. Bien sûr. Et c'est intéressant parce qu'on verra après de toute façon que les services secrets britanniques ont toujours été très intéressés sur ce que faisait la saga James Bond au cinéma. Et il y a pas une communication, mais il y a quelque chose où il y a toujours un œil des uns sur les autres, sur les sujets, et on verra après que... Mais c'est très vrai. Ils ont toujours suivi le monde, ils ont toujours suivi l'évolution du monde dans le côté, d'un point de vue des services secrets. Bien sûr. Et pas que les services secrets britanniques, d'ailleurs, je me permets, c'est que carrément à la CIA, récemment, il y a le directeur de la CIA qui a fait son premier podcast officiel pour la CIA et qui déclarait justement que il prenait en référence James Bond et il disait que le métier d'espion n'est pas vraiment celui de James Bond et que voilà. Mais les livres et les films ont fait de la publicité pour ce métier et ont permis certainement à créer des vocations. Et pour l'Intelligence Service, c'était aussi un élément important. C'était beaucoup plus que les services français. Ils font un travail un peu de communication pour recruter des gens. Et donc, ils étaient très intéressés, à la fois par les romans et plus tard par les films, comme un moyen d'attirer des gens dans ce métier. Vecteur de recrutement. Même si le métier était beaucoup moins glamour que... C'est vrai que le métier qu'on nous vend dans James Bond est beaucoup plus sexy que dans la réalité. On reviendra sur le terme d'espion, où c'est pas vraiment... Enfin, comme espion, sur la discrétion, c'est tout à fait discutable
Dans les films, en tout cas. Je crois qu'il faut faire une distinction à travers... Fleming a écrit une quinzaine de romans, mais ce n'est pas tous les mêmes. Enfin, je parle du point de vue de l'esprit. Et les premiers sont sérieux. Enfin, si vous lisez de près, même pas de près, Bon baiser de Russie, il y a des passages où vraiment on ne rigole pas, qui font frémir. Parce que même s'il ne décrit pas les choses, on se doute qu'il va se passer des choses. Et alors, je crois qu'il y a eu une interaction entre le cinéma et les romans, et qu'à partir du moment où le cinéma a eu du succès et où le cinéma s'est mis à plaisanter, puisque l'humour était une part importante, Fleming s'est cru, volontairement ou consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien, mais obligé d'introduire un peu de cinéma dans tous les sens que vous voudrez dans ses romans. À tel point, d'ailleurs, qu'il fait intervenir Ursula Andress, elle ne fait que passer, mais enfin, dans un de ses romans, après, comme une espèce d'hommage à... Un petit caméo. Voilà, c'est ça. Très bien, intéressant. Et comment se passe la sortie du premier roman de James Bond, du coup ? Et comment il est reçu ? Moyennement. C'est Casino Royale, le succès, l'accueil critique est quand même pas dithyrambique. Il se fait éditer assez facilement parce qu'il a des contacts dans le milieu de l'édition. Sans difficulté, il se fait éditer. Mais il sent, si vous voulez, que je crois qu'il a un sens très... il a une grande intuition de ce qui peut intéresser le public. En ce début des années 50, il faut comprendre que l'Angleterre vit une période quand même extrêmement difficile. Alors à la fois, il y a la grande fierté de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, et en même temps, il y a le rationnement. L'Angleterre a subi le rationnement beaucoup plus longtemps que la France. On l'oublie souvent. Les conditions de vie étaient très désagréables en Angleterre. Et puis, il y avait l'arrivée des Américains et du modèle américain avec la publicité, avec la nourriture, le cinéma. Et Fleming, pour moi, mon sentiment, a très bien compris qu'il y avait une demande chez les Anglais d'évasion et qui pouvait offrir ça par... Casino Royale est un livre très intéressant parce qu'il y a des scènes de torture absolument insoutenable à la lecture. Franchement, la scène de torture... Le côté un peu sérieux... est insoutenable à la lecture même. Ouais. Je vous défie de lire cette scène. Et on est quand même 8 ans seulement après la guerre. Donc c'est encore frais dans C'est encore frais. Ouais. Et les gens parlaient assez peu de ça. On avait un peu effacé, on gardait l'aspect héroïque de la guerre. C'est quand même très intéressant qu'il a mis ça, il a été assez audacieux de mettre ces scènes absolument terribles dans un livre relativement léger. Mais il a très bien compris qu'il y avait une demande du public pour repartir après la guerre, pour repartir pour de nouvelles aventures. Pour rêver à nouveau. Rêver à nouveau, et avec ce côté, avec un personnage qui, pour moi, James Bond, contrairement à ce qu'on dit, est très américain, en fait, pour moi. C'est un personnage qui correspond bien au personnage d'action Bon, on va le voir dans le cinéma, c'est quelque chose qui va être encore plus représenté que... Oui, en plus, je tiens à préciser tout de suite que, contrairement à ce que tout le monde pense, Sean Connery n'est pas le premier interprète de James Bond sur un écran. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on parle d'américanisme, et le premier interprète historiquement de James Bond, c'est un type qui s'appelle Barry Nelson, et il y a eu une adaptation télévisée assez courte, 55 minutes, du premier roman, donc du Casino Royale, aux États-Unis, qui n'a pas marché, parce que l'espoir de Fleming, c'était que ce serait le pilote de toute une série pour lui, ça n'a pas marché, mais donc avec Barry Nelson. Avant Sean Connery. Et d'ailleurs, il ne s'appelle pas James Bond dans l'épisode, il s'appelle Jimmy Bond, car il est américain. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a retourné pas mal de données, puisque dans les romans, le meilleur ami de Bond est américain. Dans l'épisode dont je parle, comme Bond est américain, le meilleur ami de Bond est anglais. C'était de la télé, je crois que c'était de la télé en direct un petit peu, ou quelque chose, oui. Une espèce de forme qui effectivement aujourd'hui, je crois que c'était sorti sur un bonus. Ça ressemble beaucoup à du feuilleton radio qu'on pouvait avoir. Le fameux truc de Orson Welles avec Orson Welles. Voilà, c'est un peu ça, mais voilà, télévisé où effectivement c'est pas. On raconte même, ça se discute, que alors que le méchant était mort, comme c'était du live, il était persuadé que les caméras étaient coupées et le méchant mort s'est relevé avant le générique.
Par contre, c'est intéressant de voir que très vite, ça a intéressé Hollywood qui achète des options. Enfin, on en reviendra sur le début de la production, y compris un des deux producteurs historiques, Harry Saltzman, qui achète tout de suite des options et qui va essayer après de se dire il y a moyen de faire quelque chose, on va pouvoir... un peu comme Fleming, finalement, il va flairer quelque chose en se disant on va pouvoir faire quelque chose. Et c'est pas aussi, le départ n'est pas aussi facile pour eux parce que le sujet est pas. Quand ils essaient de monter le premier film, ils ont du mal à trouver des financements. On leur dit que c'est trop sexuel, trop anglais. Quand ils essaient de monter ça. Et la petite histoire, c'est que Saltzman achète effectivement les droits. Broccoli, le producteur historique, veut lui les racheter. En fait, Saltzman dit non, on va s'associer, on va créer. Et c'est comme ça qu'il crée deux sociétés de production pour monter James Bond. Et ce qui est rigolo, mais anecdotique, c'est qu'ils vont créer aussi toute une famille autour de producteurs, de techniciens autour, des monteurs, des réalisateurs, qui vont rester sur la franchise pendant... Et qui vont évoluer. Et qui vont évoluer, mais pendant 30 ans, on aura les mêmes personnes. Il y en a un qui va être dessinateur, qui va passer carrément chef d'écho, je crois, sur la saga. Le monteur va devenir réalisateur. Voilà. Je pense qu'il est temps d'aborder un grand pan de l'émission, c'est le passage du livre à l'écran. Laurent, vous le disiez, c'est les prémices du premier film, véritablement, puisqu'avant c'était une adaptation télévisée. C'est un peu, il y a un peu le problème des droits, comme on disait. D'ailleurs, comment ça se fait que les droits ont été achetés après une société qui en crée une autre, deux sociétés distinctes? C'est compliqué quand même, surtout à l'époque. C'est compliqué parce qu'il y a des droits achetés sur Casino Royale et pas sur les autres. Donc c'est pour ça qu'après, ils vont adapter d'abord Dr No aussi, parce que ça leur semble pas le plus facile, mais un des plus... un peu plus accessible pour adapter au début. Plus cinématographique peut-être. Un peu plus cinématographique. Alors il y a tout le côté Jamaïque qui aussi fonctionne bien, où ils vont aller tourner là-bas. Mais c'est vrai que c'est un projet et ils arrivent à dégoter, je crois, $1 million, je crois à peu près. Ce qui paraît peu. Ce qui, au vu de... à l'époque, c'est important, mais c'est pas non plus... ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. Et... donc ils vont le monter, effectivement, ils choisissent Dr No, Harry Saltzman et Broccoli, Cubby Broccoli, vont monter cette société, vont chercher à donner ce réalisme qui leur a plu dans les romans de Fleming. À un côté, les premiers sont très durs aussi, c'est un peu ce qu'évoquait. Moi j'ai plusieurs questions, alors évidemment on va venir sur le choix de l'acteur, du réalisateur, etc. Mais à quel moment on se dit vraiment, il y a une opportunité de faire de James Bond, de Dr No, un film vraiment avec de réelles ambitions quand même, parce que c'était pas un budget non plus comme aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même quelque chose de conséquent. À quel moment il y a cette étincelle de la part des producteurs qui sont à peu près sûrs, pour moi, qui tiennent quelque chose? L'étincelle, c'est d'abord Fleming, parce qu'il faut dire que très, très, très vite, il est persuadé qu'il a un sujet de cinéma. À partir de James Bond, il commence aussi à élaborer des séries télévisées. Tout ça foire lamentablement, mais il y a des morceaux de ses romans qui dérivent des projets de séries qu'il avait eus, etc. Et donc, il s'est battu comme un beau diable pour adapter on dit même que, ça n'a jamais été vraiment prouvé, mais qu'il s'était arrangé pour proposer la chose à Hitchcock, lequel avait dédaigneusement refusé ça en disant que, même s'il n'avait pas dit ouvertement, que son James Bond, il l'avait déjà fait avec La mort aux trousses. La mort aux trousses, c'est l'inspiration principale. Clairement... et même Cary Grant. Cary Grant était le témoin de mariage des Broccoli, donc il y a un lien quand même très fort où effectivement... Alors Hitchcock sera beaucoup après très dur en disant que... Après, tout ce qu'il verra dans James Bond, il dira « mais moi je l'avais fait ». Enfin, il a un regard sur James Bond très très dur. Et effectivement, la Cinémathèque a rediffusé La mort aux trousses il n'y a pas longtemps. C'est clairement, il y a déjà des codes dedans, dans le style vestimentaire, dans le train, comme dur. Voilà. Oui, il y a même dans des cadrages, il y a une vraie inspiration. Et justement, parlons, puisqu'on parlait de Cary Grant, le choix de Sean Connery. Puisqu'à la base, on dit que c'était la première volonté, c'était Cary Grant pour il y a même d'autres noms. On a même parlé de David Niven, ce qui correspondait peu. Voilà. James Mason, qui était bien aussi. Voilà.
Mais c'est vrai que les producteurs... alors, c'est un hasard où... il fait partie, Sean Connery a fait quelques petites apparitions et Cubby Broccoli demande à sa femme de ce qu'elle en pense. C'est important, Barbara Broccoli, qui fera partie aussi de l'équipe de production. Et elle dit oui, à mon avis, Dana Broccoli. Barbara, c'est la fille. Oui, pardon. Dana Broccoli qui dit oui, c'est une bonne idée, il y a un truc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il colle pas tout à fait avec le Bond de Fleming. Fleming, d'ailleurs, sera pas très, très emballé au début, jusqu'à ce qu'il le voie. Et il y a un élément important dans cette histoire, c'est Terence Young, qui est le premier réalisateur de Dr. No, qui va, dit-on, qui a un côté très James Bond dans la tenue, dans le côté dandy, dans le côté classe, et qui va prendre Sean Connery, l'emmener chez son tailleur, l'emmener chez... Voilà, pour former quelque chose sur le côté James Bond. Parce que, alors je vais être un peu cru, mais au départ, Sean Connery est vu un peu comme une espèce un peu rustre, un peu brut. Et d'abord, il a un accent fort. Et du coup, Fleming, après, en le voyant, il dira « Ok, oui, c'est lui vraiment, il y a quelque chose qui se passe. » Mais le début, il n'est pas très, très emballé dans mes souvenirs du début de Fleming se plaint de son accent, mais moi, j'ai jamais été... je connais un peu l'accent écossais. Je trouve pas. Alors, il s'est peut-être adapté, mais il a pas un accent extrêmement fort. Alors, les nuances, nous, on les perçoit pas forcément ces nuances que perçoivent nos amis britanniques. Mais l'accent écossais, le vrai accent écossais. C'est même l'inverse. L'accent de Fleming est devenu de plus en plus écossais au fur et à mesure qu'il a eu du succès, puisque parce qu'on a remarqué. Alors là, je pense que c'est remarquable dans Jamais plus jamais, c'est-à-dire le James Bond qu'il a tourné. Mais il est à moitié écossais, Fleming, non? Il est écossais. Ah, il est écossais totalement. Mais dans le dernier James Bond qu'il ait tourné, il a un accent beaucoup plus marqué. Et une journaliste lui avait demandé... Vous parlez de Connery, de Sean Connery? Oui. Ah oui, d'accord, vous disiez Fleming. Pardon, excusez-moi. Et donc, une journaliste lui avait demandé, mais comment se fait-il que votre accent... Et il avait répondu, je pense qu'on est de plus en plus détendu au fur et à mesure qu'on approche du tombeau. Voilà, pour dire qu'il retrouvait son accent de jeunesse. Mais pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, il y a les premiers Bond, Dr. No, Bon baiser de Russie et Goldfinger, qui marquera vraiment la formule. La formule, c'est vraiment Goldfinger qui va établir un certain nombre de choses, mais les deux premiers sont assez sérieux. Alors, il y a une pointe d'humour, mais qui est quand même... Voilà. Mais après, c'est quelqu'un qui tue de sang-froid. Dans Dr. No, il y a une scène où il tue un des méchants de sang-froid, qui a été écrite plusieurs fois. Et en lui tirant dans le dos. Et qui a été écrite plusieurs fois. Il y avait la doute, et les producteurs ont dit non, on va tourner vraiment la scène où il est. Et c'est ce qu'on disait, c'est pas un espion. Hein. Quelque part, il est envoyé pour... il enquête. C'est un tueur à gages, quoi. C'est d'abord un assassin. Il a le double zéro qui est le permis de tuer, et il s'en sert largement. Et justement, comment est reçu le film à sa sortie? Ça marche. Pour moi, ça marche. Enfin, pas pour moi. Ça marche très bien. Un peu pour les mêmes raisons qu'évoquait tout à l'heure. Ça veut dire on est dans une période un peu grise. Alors, c'est 10 ans après, c'est 62, le John Torno. Et après, c'est vécu. On n'a pas l'habitude d'anti-héros comme ça. On n'a pas l'habitude de cette... alors, évidemment, surtout le contexte cinématographique de l'époque, c'est pas cette typologie de film qu'on peut retrouver au cinéma. Et puis, il y a le côté décor, il y a le côté femme, il y a le côté... le voyage, l'exotisme. C'est un exotisme qui marche très bien auprès d'un public. Dès le début, les deux producteurs savent, ils ne sont pas sûrs à 100%, mais il y a quand même l'idée d'en faire quelque chose une saga, suite. Hein. Il y a très vite l'idée d'en faire plusieurs. C'est même pour ça, au moment où ils ont envisagé Cary Grant, ils savaient que s'ils prenaient Cary Grant, ils n'auraient que sur un film, ils feraient autre chose après. Donc il y a tout de suite l'idée de se dire, on part sur une franchise. J'ai un grand regret par rapport à l'adaptation, c'est que Ursula Andress, c'est que le personnage a le nez cassé. On est Child Rider, ce qu'on n'a pas. Et c'est ça qui attire beaucoup J. Bond dans le roman. Comme Fleming lui-même avait le nez cassé. Il s'était cassé le nez au football et il en a souffert toute sa vie. Il avait une plaque métallique dans le nez qui le gênait beaucoup. Elle en a cassé et puis elle est sur la plage, elle est complètement nue quand Bond la voit. Alors ça, on n'a pas été jusqu'à... Même si l'entrée reste mythique. Mais la rencontre entre Bond et le personnage de Sarah Andress dans Dr. No est délicieuse. Et on ne le voit pas très bien dans le film. Il y a une espèce d'échange qui est très érotique et qui est charmant. Un petit truc aussi intéressant, c'est que c'est novateur au moment où c'est fait. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être
ça va être aujourd'hui qu'on s'est regardé, beaucoup reproché, à juste titre, j'ai envie de dire, mais il y a un personnage noir fort qui est Quarel, qui est un personnage intéressant. Alors, ça n'empêche pas quelques répliques, des fois, qui aujourd'hui piquent un petit peu, quand même. Mais à l'époque, on avait peu de personnages comme ça. Donc, il y a des choses novateurs dans ce côté très excessif, très masculin, une espèce de surmasculinité, je dirais, vendue par James Bond, qui à l'époque sont novateurs dans le héros. Oui, alors là-dessus, on est tout à fait d'accord. James Bond va imposer une image de l'homme fort, entre guillemets, à l'écran. Je vous arrête tout de suite, je veux dire pourquoi, parce que je suis entièrement d'accord et entièrement en désaccord. Bon, non, mais j'ai moi-même écrit des trucs sur les aspects scandaleux, et chez Fleming et dans les premiers films, la manière dont les femmes étaient traitées, the bitch is dead, la garce est morte, ou la fameuse claque sur les fesses d'une petite amie au début d'Opération Tonnerre. Bon, c'est vrai, tout cet aspect existe. Il y a même dans Opération Tonnerre un truc qui, pour moi, est un viol pur et simple, c'est-à-dire quand la masseuse a fait une gaffe en le laissant tout seul et que le méchant est arrivé à essayer de le tuer, bon, la masseuse, pour se faire pardonner, entre guillemets, accepte de céder à Bond. Donc, tous ces aspects existent. Simplement, ce qu'il ne faut pas dire et voir, c'est que toutes les femmes sont des carpettes. C'est pas vrai. Dans Dr No, la fille qui est là, c'est quand même pour exercer une vengeance personnelle. On a tué son père, bon, elle part pas au bout du monde, non, elle vient, alors elle est peut-être pas capable. Elle a été violée, je crois. Oui. Elle est peut-être pas capable de le faire tout seul, mais voilà. Bon, dans le film Bon baiser de Russie, je m'arrêterai là parce qu'on va pas refaire toute la série, mais Bond, à la fin, ne meurt pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a la méchante qui est avec ses pointes au bout des pieds. Bon, il ne meurt pas. Pourquoi ? Parce que la méchante est descendue par Tatiana. Bon, et si la femme n'était pas là à la fin de Bond, et en plus, Tatiana, c'est vrai, je trouve ça génial d'ailleurs de Bon baiser de Russie, Tatiana apparaît un peu comme une mollassonne tout au long du film. Elle a peur, James... N'empêche que si Bond peut revenir de Goldfinger après, c'est bien parce que Tatiana a tiré un coup de feu sur la méchante dans les 2 dernières minutes. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais dans un autre registre, sur le fait que chez Fleming, il y a un petit côté un peu dépressif, mais en même temps, l'espoir que tout ça pourra repartir, je dirais que cette contradiction, cette opposition, on la trouve dans les personnages de femmes chez Fleming. Je ne suis pas du tout en train de défendre Fleming, hein. C'est un abominable macho, et en plus, dans sa vie privée, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire ici. Mais il y a ce qui fait d'ailleurs la puissance de toute œuvre littéraire ou de toute œuvre d'art, il y a une contradiction sur les femmes aussi. Mais Dana Broccoli, la productrice, dira, dans l'idée, c'est que les hommes qui viennent voir James Bond se projettent dans James Bond, et les femmes qui viennent voir James Bond avec leur mari, pour la plupart du temps, à l'époque, se disent « avec moi, il ne serait pas comme ça ». En fait, l'idée qu'elle a, c'est ça, c'est de se dire, elles ne vont pas se projeter dans un James Bond girl, mais dire « oui, il se comporte comme ça, mais avec moi, il ne se comporterait pas comme ça ». Mais juste le terme James Bond girl, déjà, il y a ce sentiment de femme-objet qui fait partie pour moi de toute un code autour du personnage et de la saga. Vous savez qu'on n'a plus le droit aujourd'hui de dire James Bond girl. Hein. Oui, il faut dire James Bond woman. Hein. Non, mais je dis ça. Il faut être sérieux. C'est vrai. J'ai repris les termes de Laurent. Il épouse quand même la James Bond girl, la moins James Bond girl de toutes, qui est au service secret de Sa Majesté, qui est le personnage féminin le plus complexe, le plus intéressant, et c'est elle qui l'épouse. Bon, ça ne dure pas longtemps, mais... Jouée par Diana Rigg au service secret de Sa Majesté. Oui, on voit que les films James Bond vont évoluer. On va parler ensuite des acteurs. Sean Connery, pour vous, est-ce que c'était un risque à la base quand il est pris pour incarner la saga ? Parce que pour aujourd'hui, pour certaines personnes, il reste le James Bond. Non, pour les vieillards uniquement. Mais non. Il n'était pas connu. Mais sincèrement, demandez à des jeunes de 15 ans qui est Sean Connery. Oui, bon, bien sûr, ils ont entendu parler, puisqu'ils ont entendu parler de Bond, mais pour eux, ils vont vous dire que c'est... ça dépend de la génération. De la génération et du premier Bond qu'on a vu. Je vais vous choquer, moi je suis plus team Roger Moore. Hein. Oui, en général, c'est le premier. Mais je crois que le risque, il est à chaque fois. Hein, à chaque fois qu'ils prennent un nouvel acteur, ils prennent le dernier, le surnom même méchant. Daniel Craig. Qui aurait pu penser qui ferait autant de temps ?
C'est un risque à l'époque parce qu'il n'est pas connu. Enfin, c'est un risque. La production... Non, mais le personnage, le physique... Voilà. Non, mais quand ils font Dr No, personne n'a encore vu James Bond, donc ils peuvent prendre un inconnu, c'est possible. Et aujourd'hui, souvent, la question aujourd'hui, c'est de prendre un visage trop connu. Ça nous paraît improbable parce les gens, il faut qu'ils voient James Bond, il ne faut pas qu'ils le voient. Alors, ils l'ont fait avec Roger Moore. Quand ils prennent Roger Moore pour Vivre et laisser mourir, il est très connu télévisuellement. Donc, avec le sein, avec Amicalement Vôtre. Bien sûr. Donc il est déjà connu. Donc on pourrait se dire que c'est un risque que les gens n'adhèrent pas. Bon, finalement, ça marche très bien. Donc il y a toujours une part de c'est un risque. Et puis à partir du moment où c'est plus le premier, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette imagerie sur Sean Connery, qui lui a eu un rapport quand même très conflictuel avec James Bond. Sur la fin, le personnage, il n'en pouvait plus. Il a fait beaucoup de choses pour en sortir. D'autres, même si à un moment il va partir puis il va revenir, pour des raisons un peu pécuniaires. Oui, parce que il y a 1 million. Il en fait 2 épisodes qui. 5, non, il en fait 4 ou 5. Il en fait un où il y a Georges Lazenby qui est pris. Ah voilà, il en fait qu'un. Sa Majesté. D'accord. Ça marche pas. D'ailleurs, c'est à nouveau un inconnu, mais non, malgré les qualités du film. Ce film, pour les Bondiens, fait partie des meilleurs. Je suis d'accord. Bon. Et deuxièmement, la légende sur laquelle ça a été un bid, ce n'est pas vrai. Alors, c'est un film qui a eu beaucoup moins de succès que les autres, c'est ça. D'accord, mais c'est un film qui n'a pas perdu un centime. Je suis d'accord. Non, mais c'est pour dire que... Moi, j'aime les débats. Non, mais comme le film marche moins, entre guillemets, que les précédents, ils se disent on ne le garde pas, et puis voilà. Donc, ils rappellent Sean Connery pour $1 million, qui ne vient que pour ça, et... Je vais être cru, moi je n'aime pas trop celui d'après. On voit bien qu'il s'ennuie. Non, qu'il s'en fiche. Qu'il s'en fiche, ouais, ou qu'il s'ennuie aussi un petit peu. Enfin, il a 20 kilos de trop, il aurait pu faire un régime. Voilà. Bon. Sauf que il va en refaire un non officiel qui sera jamais plus jamais. Et il y a un côté, ce qui est très Qu'est-ce qu'on entend par non officiel ? Ça n'est pas produit par Eon Productions, qui est la boîte principale. Il y en a 2 comme ça. Il y a Casino Royale en 67, je crois, qui est une adaptation mi-humoristique, moi, je trouve un peu difficile à regarder aujourd'hui, mais avec David Niven. Avec David Niven, du coup, oui. Voilà. Et puis, Jamais plus jamais, en fait, c'était les suites aux imbroglios juridiques qui fait que, par exemple, le spectre, ils n'ont pas eu le droit d'utiliser le mot spectre pendant des années parce que ça faisait partie des droits qui étaient possédé par d'autres. D'accord. Voilà. En 2 mots, le roman Opération Tonnerre avait été écrit par Ian Fleming, mais à partir d'un scénario qu'il avait écrit avec 2 compères. Et il a publié le roman tous comme si c'était tout seul. Et les 2 compères se sont fâchés et l'ont poursuivi en justice en disant très bien. Alors c'est pour ça que l'Opération Tonnerre n'a pas été adaptée tout de suite. C'était même l'un des premiers que les producteurs auraient voulu adapter, mais parce qu'il y avait ces trucs juridiques qui n'en finissaient pas. Alors à la fin, il y a eu un partage. Fleming gardait tous les droits pour les livres qui étaient vendus, mais en revanche, les droits d'adaptation cinématographique étaient donnés à, non pas les 2 autres compères, mais à un des 2 autres compères, lequel, évidemment, a produit, ou coproduit plus exactement, Opération Tonnerre, et comme il avait les droits, il y avait une clause qui disait qu'il n'avait pas le droit de faire un remake pendant 10 ans, mais évidemment, il était là en train de regarder sa montre et quand les 10 ans sont écoulés, il a tout mis en œuvre pour faire le remake d'Opération Tonnerre, c'est-à-dire Jamais plus jamais. Et il a fait revenir Sean Connery. Mais Sean Connery, pour la petite anecdote, quand vous regardez sa carrière post-James Bond, il y a toute une période où il essaye de casser les codes absolument. Je vais prendre un exemple connu un peu dans la sphère, qui est Zardoz, qui est un film... Oula. Voilà. En fait, Zardoz... Fameux slip. Voilà. Et en fait, le but de Zardoz, c'est de casser l'image qu'il a dans James Bond. En fait. C'est vraiment ça, la démarche qu'il a pendant tout un temps, avant de basculer dans le Sean Connery qu'on connaît âgé, à la poursuite d'Octobre Rouge, Indiana Jones, la dernière croisade. Il y a Outland aussi, Peter Iams, je crois. Oui, voilà, donc c'est la deuxième partie. Mais du coup, il a un rapport comme ça au personnage de James Bond, compliqué, parce que il a été le premier, il a été pris dans un tourbillon très important. Il y a quand même, moi, quelque chose qui me fait rire quand j'entends le fait que Sean Connery a une relation compliquée avec James Bond, c'est qu'on le retrouve dans Indiana Jones, et il y a quand même un grand côté James Bond dedans, hommage en tout cas à son personnage. Quand Spielberg et Lucas font Indiana Jones, ça s'inspire des films d'aventure, et quand ils font le 3e, ils se disent c'est qui le père d'Indiana Jones ? C'est James Bond en fait. C'est pour ça que c'est Sean Connery qui est embarqué pour faire le père d'Harrison Ford.
Voilà, donc le rôle va... Je suis pas sûr que les acteurs aient autant d'ailleurs d'écart d'âge que ça. Non, du tout. Je me rappelle. Voilà, donc... je me rappelle que c'était pas du tout crédible sur la relation père-fils entre. Mais le papa d'Indiana Jones, c'est James Bond en fait. Ça coule de source. Donc du coup, Sean Connery, évidemment, l'image va lui coller à la peau. On va attendre vraiment combien de temps avant de retrouver une incarnation aussi forte que lui? C'est Roger Moore qui... Est-ce que j'ai le droit de vous dire que c'est une fausse question? Ah, mais bien sûr. Je vous vexe. Non, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai écrit des pages et des pages. Chacun, moi le premier, chacun a le droit d'avoir son interprète préféré de Bond. Et moi, non, je dis pas... Mais moi, ce qui me paraît fabuleux dans la série... Je sais que vous aimez Timothy Dalton. C'est que justement, le personnage de Bond a pu se réincarner et finalement, ça n'a jamais... raté. Ils ont tous marché, à des degrés divers, si vous voulez, mais le personnage de Bond a pu se réincarner dans 8 acteurs différents. Donc, que faut-il préférer? La conjonction des 8 acteurs. C'est pas réellement ma question. Ma question, c'est pas quel est le meilleur James Bond. Vous êtes en train de me dire que je suis lent d'esprit, mais ça... Non, du tout, je ne me permettrai pas. Je me suis sûrement mal exprimé. Non, c'est quoi tu... La question, c'est... À quel moment une autre incarnation que celle de Sean Connery va captiver autant de public? Souvent, on dit qu'il faut 3 films pour un acteur pour rentrer dans le personnage. Après, il y a les problématiques de période de film où, en fait, c'est pas forcément l'incarnation. Je vais prendre un exemple un peu controversé, qui est Pierce Brosnan, qui arrive à Attention, je l'ai vu il y a un mois, j'ai pris l'avion avec lui, il est délicieux. C'est un personnage très sympathique, qui lui vit très bien avec le côté de James Bond, il n'y a pas de souci. Pierce Brosnan arrive en 95 après une période un peu compliquée et après la chute du mur, donc il incarne une nouveauté de côté... voilà, c'est lui, la première fois à qui son supérieur, qui est Judi Dench, va lui dire « Vous êtes une relique de la guerre froide oui. ». Donc c'est quand même... Voilà. Pierce Brosnan, il est instantanément, on ne se pose aucun souci. Ça, je pense que c'est important. Si à partir du moment où sa première apparition, on se dit « oui, c'est lui, il n'y a pas de souci », formidable. Et Pierce Brosnan a ce côté incarnation de James Bond vraiment immédiate. Le problème, c'est qu'il va y avoir des films très, très compliqués par la suite, pas tous forcément hyper intéressants. On va y revenir parce que, ce qui est intéressant, c'est d'en parler par la suite. Mais justement, c'est très vrai. Et après, on va partir sur le côté histoire. C'est que pour moi, chaque période et chaque incarnation de James Bond va être une photographie du monde, en fait. Des problématiques tant politiques, je n'irai pas jusqu'à sociétales, mais parfois ça arrive. Mais aussi... des inspirations, les films vont s'inspirer de ce qui se fait. Je pense à Star Wars avec Moonraker. Il y a plein de choses qui font que James Bond a nourri le cinéma, mais va aussi se nourrir du cinéma. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Pas toujours à bon escient. Alors, vouloir piquer Star Wars et faire une bataille dans l'espace, c'est rigolo, mais c'est plus du tout dans l'esprit du réalisme dont on parlait tout à l'heure des premiers romans. Et puis, se nourrir du cinéma, c'est aussi pour moi non pas une lâcheté, parce qu'il ne faut pas parler de lâcheté, mais une certaine prudence. Facilité. Prudence, parce que James Bond s'inspire de beaucoup d'événements d'actualité, mais il y a quand même des sujets qu'on ne touche absolument pas dans Bond. Moi, j'aimerais, mais même par une simple allusion, le conflit israélo-palestinien, vous pouvez tourner tous les Bonds dans tous les sens, il n'y a pas un mot. Et à la fois, souvent, il va capter le truc. Moi, je me souviens il y a un Pierce Brosnan avec un mania de la presse, au moment-là. Il y a un Pierce Brosnan qui parle de pétrole, où les sujets, où le conflit... Alors, évidemment, l'opposition du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest va durer tout le temps de Sean Connery, même Roger Moore, jusqu'à long. Il y a quand même le dernier Roger Moore. Alors, c'est pas le meilleur de Roger Moore, on est bien d'accord, sur Dangereusement Vôtre, voilà. Qui parle de la Silicon Valley, de puces électroniques. Mais je dirais aussi que les romans eux-mêmes, qui sont la décennie précédente, années 50, sont très, 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 très proches de la réalité. Et les événements, en fait, se reproduisent après, mais finalement, dans les années 50, c'est pareil. Je cite les histoires d'empoisonnement d'agents, le fugu, le fameux truc. Poisson. Eh bien, on le retrouve avec le Novichok utilisé par les Soviétiques aujourd'hui. Les histoires de fusées, d'interception des fusées. Les histoires... alors là, Fleming a été très audacieux puisqu'il a parlé des histoires de machines de décryptage. Ça, c'est dans Bon baiser de Russie. Il s'agit de récupérer une machine de déchiffrage
chiffrement. Et c'était un sujet qui était tabou en Angleterre. On ne parlait absolument pas de ça. Je fais allusion au programme d'interception par les Britanniques de la machine Enigma allemande. Donc il a été... Quand on relit ces romans, eh bien, écoutez, je suis vraiment frappé par... moi, je les ai relus pour mon livre, de manière un petit peu... l'esprit tout à fait ouvert, par l'actualité de ce que raconte Fleming, par rapport à son époque, mais même par rapport à maintenant. Hein. Après, sur l'inspiration du cinéma, il y a un exemple, quand tu disais que ça allait trop loin, il y a une réalité dans le sens où Timothy Dalton va en faire 2, qui sont Vivre et laisser mourir. Qui vont être très... actionneurs. Et alors, en fait, le deuxième qui est Permis de tuer, en fait, on dirait une production de Joel Silver des années 90, on dirait L'Arme fatale, en fait. Alors, il y a Michael Kamen à la musique. Et il y a du Die Hard aussi là-dedans, dans le personnage. C'est très clair que le côté, le méchant, qui est du cartel qui tient un cartel de drogue, enfin, il y a un côté... Ouais. Là, effectivement, on voit bien qu'il s'éloigne de la formule et que, bon, bah, ça fait un peu sous-production de Silver des années 90, mais on est on est en 92, je crois, quelque chose comme ça. Et bon, je suis d'accord, mais je mettrais une petite nuance, c'est-à-dire que, bien sûr que c'est inspiré, que c'est copié, etc., mais le génie de Bond, c'est un peu comme Johnny. Hein. Johnny, quand il y a eu la mode hippie, une semaine après, il était hippie. Quand il y a eu la mode disco, bon, etc. Alors, la force de Bond, effectivement, c'est qu'il n'y a peut-être pas une création à partir de zéro, mais il y a cette faculté, comme chez Fleming d'ailleurs, de sentir ce qui se passe et tout de suite de prendre le truc et de lui donner une résonance qu'il n'aurait peut-être pas eu sans Bond. Alors, il y a deux manières de créer à partir de zéro, mais ça, j'y crois pas. Et il y a repérer tout de suite la modernité. C'est un talent. Quand Casino Royale sort, tout le monde pense à Jason Bourne. Sur la réalisation, sur les courses-poursuites, tout d'un coup. Il y a du Nolan aussi dans... Malheureusement, oui. Qui aurait bien voulu faire un James Bond. Ça, vous dites que c'est du plagiat, là. Non, mais il s'inspire toujours. On sent bien que... Voilà. Mais après, heureusement qu'il faut renouveler, parce que effectivement, si... c'est en ça pour moi que c'était une photographie cinématographique. Le problème, je pense, du cinéma, c'est que... Dr. No, non, le problème, c'est que Fleming, quand il écrit ses romans, il les écrit très très vite. Donc, alors que le cinéma, c'est un processus quand même beaucoup plus long. Tout à fait, oui. Et lui, il voit un événement, un événement d'actualité, il peut l'adapter extrêmement rapidement dans ses romans qu'il écrivait en 3-4 mois. Et il sortait dans l'année. Aujourd'hui, au cinéma, c'est un peu plus difficile. Vous avez évoqué un truc tout à l'heure sur les romans de Fleming qui piochait dans la réalité, plein de petits détails, etc. Je trouve que moi, ça m'évoque tout de suite le fait de James Bond, l'idée qu'on a des produits, et notamment ça a été un souci aussi sur le placement de produits, sur le fait qu'on regarde un James Bond et qu'il y a des objets, au moment où ça sort, il y a la voiture de la période, au bout d'un moment, ça deviendra même un problème quelque part. Ça veut dire que on a la voiture de quand alors que Aston Martin fait des trucs, voilà, quand les, je sais plus quelle est la marque de montre, voilà, mais qui à chaque fois va lui produire. C'est Rolex qui va lui produire. Omega aussi. Voilà, qui va lui produire la montre du moment. C'est-à-dire que tout d'un coup, si 10 ans après, le film, ça change rien, mais on se dit, bah oui, c'est la voiture qu'il y avait à le moment où ça sort. Et ça, j'ai l'impression que ça commence véritablement sur la voiture avec Pierce Brosnan, où il y a une accessibilité, je pense notamment à la Z3, je crois, à la BMW. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'ils ont vu que c'était quelque chose qui était commercialement assez intéressant, en tout cas en termes de marketing. Oui, sauf que ce qui compte, c'est la marque quand même. La marque, si la voiture est ancienne, l'impact de la marque est toujours aussi fort. Enfin, la Jaguar ou bien sûr, Aston Martin. Ça peut durer pendant. Oui. Alors, peu importe que la voiture soit d'un modèle ancien. Je dirais qu'à partir du moment, je pense que l'impact est très fort dans l'image. Ça fait partie. Et effectivement, Fleming, dans ses romans, utilisait. Alors, il n'était pas. J'ai jamais très bien compris s'il avait des contrats ou s'il était payé pour faire ça, mais effectivement, il a introduit certaines marques. Pour plus de réalisme, peut-être Exactement. C'est ce qu'il dit clairement. Ça permet de raccrocher le lecteur. Ça part dans tous les sens, les romans. Il faut comprendre que quelquefois, on se demande où on va. Et là, on est. Moi, quand je lis ces romans de Fleming, ça me rappelle. Enfin, chez mes parents, il y avait des piles de cette revue américaine qui était le National Geographic.
qui étaient... Alors, ils étaient abonnés à des éditions des années 50 ou 60 où il y avait une masse de publicité là-dedans. Et tout ça, je trouve que de temps en temps, on feuillette ça un peu comme un roman de bande. On feuillette un peu ça comme on lisait un vieux National Geographic. Et pour revenir sur Roger Moore et après sur les autres, on parlait de Timothy Dalton notamment, c'est aussi une proposition de cinéma différente parce que avec l'incarnation de Roger Moore, on est dans un côté un peu aussi cartoon, j'ai envie de dire. Mais qui a déjà commencé avec Sean Connery, on ne veut pas l'admettre, mais regardez, regardez Les Diamants sont éternels, ça ne tient pas debout. Mais peu importe, moi ça me réjouit, j'aime bien ça. Moi aussi, j'aime beaucoup. Moi je suis plus mitigé, mais vouloir imputer à Roger Moore le virage de la série vers la parodie, le ridicule, l'amusement, etc., c'est pas vrai. Il cabotine beaucoup quand même. Il a poussé. Oui, mais alors là, vous posez une question capitale pour moi, qui est que quelle est la part de responsabilité de l'acteur dans un Bond et de tous les gens qui y a autour ? Parce que je sais bien, le grand public, il voit sur l'affiche Roger Moore ou machin. Bon, moi, je suis le premier à dire que les films de Pierce Brosnan ne sont pas terribles. Mais en revanche... GoldenEye, quand même. Comme ils ne sont pas terribles, je trouve que Pierre Brosnan est génial, parce qu'il arrive à faire passer des trucs, mais qui ne tiennent absolument pas debout. Oui. Donc, Roger Moore, oui, mais il appartient à un mouvement qui le dépasse. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui pensent des effets spéciaux, qu'il y a des scénaristes, etc. L'acteur ne fait pas tout. Et quand il fait tout, c'est-à-dire Daniel Craig, ça devient une catastrophe dans le dernier. Et puis, on est en 70, on est aussi dans la période... de la contre-culture hollywoodienne. Donc, James Bond, tout d'un coup, quand il y a Easy Rider, quand il y a tous ces nouveaux films qui sortent... Les films de Bruce Lee aussi, il y a le côté... Voilà. Mais effectivement, donc, il place sur un truc... Oui, Roger Moore va accentuer le côté très humoristique. Ça lui arrivera d'en refaire d'autres plus intéressants, L'espion qui m'aimait, ou des choses comme ça, ou qui seront plus... moins rigolo, enfin rigolo, c'est exagéré, mais voilà. Oui, ils vont pousser des fois les curseurs un peu loin. Alors peut-être qu'ils en rajoutent parce que justement l'espionnage au cinéma est montré autrement avec les adaptations des John le Carré, L'espion qui venait du froid, puis après les séries de la BBC sur les autres, le Carré, qui montrent alors un univers de l'espionnage totalement différent. Et alors là, ils se disent, ça sert à rien de concurrencer, concurrencer ça, parce que autant aller dans la direction de l'humour. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose, c'est sur l'imagerie Bond. Du coup, l'imagerie Bond, parce que James Bond correspond, comme on le disait un petit peu plus tôt, à beaucoup de codes, etc. Mais est-ce qu'il y a des codes qui sont indispensables à chaque James Bond ? Moi, le premier qui me vient en tête, c'est l'exotisme, en fait. Le voyage, l'exotisme ? Le voyage, le côté, je pense que c'est un... On n'imagine pas on va sûrement m'en citer, comme ça, moi, on n'imagine pas de James Bond qui se passe uniquement à Londres pendant 1h30. Je trouve qu'il manquerait quelque chose, quoi. C'est une des imageries, moi, qui me paraît important, le fait qu'il se balade à travers le monde. Oui, mais je suis entièrement d'accord, mais les choses sont devenues beaucoup plus compliquées depuis quelques années. Bon, alors, je ne parle pas de la crise actuelle, bien sûr, ça, on verra, mais... aller au bout du monde, c'était une exclusivité réservée à peu de gens. Et quand vous parlez des voitures aussi, où on était baba dans Goldfinger, parce que moi j'ai vu Goldfinger au moment de sa sortie, étant donné mon grand âge, le GPS, qui ne s'appelait pas GPS, bien sûr, encore à l'époque, mais on n'y croyait pas, on voulait y croire, etc. Bon, maintenant, j'aimerais savoir... quel est le point de vue d'un garçon de 10 ans qui voit le GPS de Goldfinger ? Il doit trouver ça plutôt ringard, étant donné que ce n'est pas d'une précision absolue. Ne serait-ce que la cabine téléphonique. Oui. Oui. Les moyens de communication. Oui, mais alors à ce moment-là, il y a tout un tas de films qui n'existent plus si vous prenez des téléphones portables. Enfin, l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen, toutes les 2 minutes, il y a des gens qui se téléphonent. Et le remake avec Pierce Brosnan. Oui. Voilà. Pardon. Donc, l'exotisme est une donnée capitale, mais il a quand même, vous disiez, on ne peut pas imaginer un Bond qui se passe entièrement à Londres. Je suis bien d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que les derniers
ont accordé à Londres une part beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que quand on ne peut plus aller dehors, finalement, on va essayer de construire des intrigues chez soi. Et d'ailleurs, tellement à l'intérieur de Londres qu'il y a toutes ces scènes, cette scène dans le métro même de Londres. Ce qui est ahurissant pour un Bond, parce que Bond va pas prendre le métro. Si, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est venu des romans de Fleming, mais en fait, il y a aussi un truc pour un marqueur de Bond qu'ils ont pas créé, mais vraiment marqué, c'est le méchant despotique avec des idées, et surtout la base, le lieu de vie du méchant, qui sont souvent des lieux qui sont dessinés fictivement par Ken Adams sur beaucoup de films, qui sont des lieux incroyables. Dès Dr No, il y a une base qui est à la fois une base nucléaire et à la fois un endroit où il reçoit Bond, où il dîne, très classe, où il y a des aquariums, des choses magnifiques. Et tout ça, ça va devenir iconique d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est à mon avis des éléments qu'on retrouve tout au long, même dans des films, même comme dans L'Homme au pistolet d'or, qui est très discutable. Il y a une île, il y a un méchant, il y a plein de choses. Donc ça me paraît très iconique. Je ne sais pas si Fleming déjà faisait. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Le méchant, tout est dans Fleming. Scaramanga qui a 3 tétons. Voilà. Original. Il y avait des trucs comme ça, tout à fait surprenants. Et puis, effectivement, l'exotisme. C'est dans les années 50, la plongée sous-marine que Fleming pratiquait, les vols en avion. Jamaïque. La Jamaïque. Et puis les États-Unis aussi, la nourriture américaine. Je rappelle, les années 50, c'est le rationnement. L'air conditionné, les douches, tout ça. Pour un lecteur des années 50, c'était extraordinaire. Et les gadgets, vous parliez du GPS de l'époque, mais pour moi... Pas tellement dans les romans. Ah, donc ça, c'est quelque chose qui a été développé beaucoup plus au cinéma. Parce que c'est plus au cinéma, oui. C'est devenu une part indissociable de James Bond aujourd'hui. Oui, non, moins maintenant. Oui, moins maintenant. On a réduit la voilure, justement, puisque voir quelqu'un envoyer une photo à quelqu'un d'autre avec un téléphone, mais moi-même, je peux faire ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu... c'est pas très excitant. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui étaient propres aux années 60, 70, 80. Ouais, même 90, on peut... 90, la Z3 qui le conduisait avec le téléphone. Voilà. Après, il y a eu aussi une surenchère, il y a eu des choses, mais effectivement, il y avait le stylo laser, il y avait... On a eu tout est... Et maintenant, tout est accessible, donc ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver, effectivement. Ce qui prouve bien l'impasse dans laquelle on était, c'est la création, entre guillemets, de la voiture invisible avec Pierre Brosnan, qui est le plus ridicule. Alors ça, c'était... l'élément qu'on s'imaginait. Parce qu'il fallait trouver autre chose, oui, mais au bout d'un certain temps... on a fait le tour. Alors, est-ce qu'on reviendra vers un James Bond plus espion, plus plus smiley, plus le carré? Est-ce que c'est pas la sortie, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose beaucoup plus réaliste et... Moi, je vais peut-être vous choquer, mais j'aime pas du tout Daniel Craig en James Bond. Non plus, hein. Mais moi non plus. Moi, je vais être... c'est pas mon préféré, mais je lui trouve beaucoup de qualité, énormément de mal. Mais par contre, on parlait tout à l'heure des années 90, etc. Vous devez le savoir, mais James Bond a quand même produit un des meilleurs jeux vidéo au monde. Oui. C'est GoldenEye. Ça reste un jeu vidéo essentiel dans cette industrie et qui est extrêmement populaire, mais de qualité incroyable. Et après, il y a toute une série de jeux vidéo qui sont sortis par la suite, on va dire après fin 90, etc., qui sont moyens, on va dire, mais le GoldenEye reste un jeu vidéo qui a marqué effectivement les joueurs des années 90. Ouais. Je pense qu'il y a un truc aussi où, un peu comme dans le cinéma, et je vais en citer un exprès, James Bond a marqué des codes qui parfois se sont transférés ailleurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il a absorbé des choses, il a donné des choses. Et je pense qu'au jeu vidéo, il a transmis, en fait, il y a des choses qui sont... Il y a eu des jeux d'infiltration, des choses où tout d'un coup, il a transmis quelque chose dans un autre média ou dans une autre forme où ils sont absorbés. Et le meilleur exemple actuellement, c'est la saga Mission Impossible. Complètement. Qui n'est qu'une surenchère. Une surenchère mais c'est James Bond, en fait. Ça ne changerait rien. En fait, il y a des gadgets, il y a de l'exotisme. En fait, il prend tous les codes de James Bond. Juste, il y a Tom Cruise au milieu, mais sinon, c'est tous les codes de James Bond. Avec plus ou moins de réussite, d'ailleurs, avec des choses très intéressantes. Et ça commence dès le premier. Alors, le premier, c'est De Palma, je crois. Oui, c'est De Palma, qui est d'ailleurs très espionnage, en fait. Complètement, qui est pas du tout... Pour les gens qui aiment les derniers, s'ils regardent le premier, ils disent qu'il ne se passe rien, parce que c'est... Voilà, ça ressemble à un James Bond, vraiment. Et à contrario, il y a Jason Bourne, on en parlait tout à l'heure, qui
pour le coup, ça ressemble... Enfin, les James Bond actuels ont pris de Jason Bourne, même si Jason Bourne avait pris à James Bond. Voilà. Donc, c'est cyclique, quoi. Hein, c'est l'inspiration. Oui. Non, la différence avec Jason Bourne, qui n'est plus une différence malheureusement, c'est que Jason Bourne passe son temps à contempler son nombril. Qui suis-je Alors c'est très intéressant pendant un épisode, pendant 2, mais quand 10 films plus loin, on est encore en train de se demander qui on est, ça devient un peu lassant pour le spectateur. Et c'est l'impasse dans laquelle est tombée l'ère Daniel Craig. Parce que vous n'aimez pas Daniel Craig, moi non plus, mais je dirais quand même qu'au début, je l'ai trouvé pas mal du tout. Il apportait une nouveauté au personnage, son côté marmoréen qui changeait des grimaces de Roger Moore si elles ne vous plaisent pas. Bon, c'était nouveau. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que, là encore, alors jusqu'à Skyfall, c'est très bien, parce que Skyfall, il retourne dans la maison de papa et maman, c'était une nouveauté intéressante. Seulement, au lieu de repartir, sinon à zéro, du moins sur des bases traditionnelles, on a voulu continuer. Alors... Blofeld était dans la même nurserie que James Bond. Et vous comprenez, il lui avait volé sa tétine quand ils avaient 15 jours chacun. Et ça, c'est insupportable, donc il faut à tout prix... Bon, ça devient parfaitement ridicule. Et c'est si ridicule que, bien fait pour eux, si j'ose dire, il a fallu tuer James Bond à la fin, parce que la mort de James Bond à la fin, pour moi, c'est à peu près la même chose que la voiture invisible dans le Pierce Brosnan dont on parlait. On ne sait plus quoi en faire, alors on le fait disparaître. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais du coup, avec ce constat sur l'ère Daniel Craig, est-ce que vous avez de l'espoir, justement, sur le prochain James Bond? Il ne sera pas pire que le dernier. Ça on peut parier. Moi, je suis pas aussi... Tout à l'heure, vous n'étiez pas aussi dur avec l'ensemble des James Bond. Hein. Non, le dernier est une catastrophe. Je pense qu'il y a une ouverture intéressante dans le dernier James Bond qui pourrait donner une idée pour l'avenir. Ça finit sur un plan de sa compagne Madeleine qui dit à son fils, à sa fille, je sais plus, à sa fille, pardon, il lui dit « Je vais te raconter l'histoire de... » Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, et c'est comme si, en le disant ça, elle pouvait raconter les 28 films, les 27 films avant. Et en fait, il serait peut-être intéressant, se poser la question déjà, d'aujourd'hui de faire des James Bond plus qui soient la continuité d'eux, mais de faire un James Bond qui se passe dans les années 50, qui se passe dans les années 60. En fait, d'autres histoires... Oui, mais alors... Moi, un remake de Dr No, en fait. Pourquoi pas, et re-raconter des histoires. Mais je voudrais que ce soit possible, mais c'est quand même une idée qui traîne depuis longtemps, parce que John Glenn, qui était justement la période Roger Moore, disait, après, je lui avais posé la question, on va remaker les premiers. C'était quand même il y a 30 ans, 35 ans, et on n'a jamais encore remaké. Et là, on est dans une ère où tout se reboot, tout se remake, ça serait le plein soleil de René Clément. René Clément, mais ce serait intéressant, effectivement. Et les rumeurs comme quoi il y aurait un acteur ou une actrice pour James Bond, est-ce que... il y a des gens, on a vu des levées de boucliers qui, pour moi, sont un non-sens total, mais... Est-ce que pour vous, avoir un James Bond femme, c'est quelque chose d'envisageable dans cette saga? Je ne dis pas, est-ce que c'est quelque chose qui serait bien ou pas? On attend de voir. Ça me paraît inévitable, mais peut-être, je ne sais pas si ça marchera. Ça dépend comment on le vend. Je pense qu'il y a un truc où ça dépend comment c'est présenté. Après, on est resté sur l'idée de... Il y a une continuité qui n'a aucun sens, parce que James Bond, au moment où il passe et à la guerre froide, etc., et c'est toujours James Bond, donc il devrait avoir l'âge qu'il a, c'est-à-dire 80 ans, vu qu'il a 30 ans au début. Ça n'a pas de sens, donc il y a une espèce de suspension d'incrédulité qu'on a acceptée. Alors après... Il a un sujet aujourd'hui qui serait intéressant, c'est l'Ukraine. C'est de faire un James Bond autour de... Ce serait une nouveauté, mais qui serait forcément plus réaliste. Et là, on aurait les ingrédients, mais j'ai peur que le cinéma, ça mette du temps pour produire les événements. Plus maintenant qu'avant, j'ai l'impression. Oui, on tournait très vite, et puis. On voit notamment sur la guerre froide, le cinéma à cette époque-là était très... Parce que l'inflation des budgets est telle maintenant il faut réfléchir avant de le dire. Mais pour moi, là, on a besoin d'un renouveau dans la saga. Est-ce que, si on n'a pas ce renouveau, est-ce que cette saga, pour vous, elle pourrait disparaître? Ou James Bond, comme les diamants, est éternel? C'est compliqué, la marque est telle que... ça me paraît difficile, moi, de l'arrêter, parce que la marque continue à faire... No Time to Die, le dernier, il a été attendu, il y a eu la pandémie qui a fait qu'il a été repoussé, etc.
N'empêche qu'il a amené des gens en salle, avec toutes les critiques qu'on peut lui... Voilà. La saga est encore vivante. Donc l'arrêter comme ça, c'est compliqué, même si effectivement l'arc narratif, ça n'avait jamais été fait dans James Bond. Le fait d'avoir un début, un milieu, une fin sur plusieurs films, voilà. Donc je pense que le renouveau, il va falloir en tout cas bien se creuser la tête pour... Et je ne pense pas que juste après l'acteur, quel qu'il soit, ou l'actrice... On a parlé d'Idriss Elba aussi. Voilà, d'Idriss Elba. Je pense que ça ne va pas suffire. Oui, il est trop vieux. Il est trop vieux parce que si vous prenez un acteur, vous ne le prenez pas pour le film que vous allez tourner. Enfin, dans une série comme les Bond, il faut prévoir 5, 6, 7, voire 10 ans. Bon, or, il a déjà, je ne sais pas trop quoi, la cinquantaine bien passée. Non, c'est fini, là. Ça a été une hypothèse possible à un certain moment. Mais le seul truc, c'est que ça ne suffira pas à renouveler la saga. Donc c'est pas le changement d'acteur, d'incarnant il faut un changement profond. Mais est-ce que c'est pas symptomatique du cinéma post-11 septembre aussi, dans le sens où après on était dans quelque chose de plus de moins fou entre guillemets, qui faisait moins rêver? Pour moi, les James Bond, Daniel Craig me font pas rêver. Là où tous les autres des autres sagas, pour une raison ou une autre, me font voyager, me font rêver, me mettre dans un cocon. Que je n'ai pas réussi à retrouver avec ces épisodes-là. Alors, oui, vas-y. Vas-y. Non, je crois quand même ce qui fait tenir le truc, c'est le côté, c'est la Grande-Bretagne, c'est le côté MI6, Grande-Bretagne, c'est ça qui reste le plus fort, hein, pour moi, l'espionnage. De mon point de vue. Pour les générations, peut-être pas pour les plus jeunes générations, mais pour notre génération. C'est les services secrets de Sa Majesté. C'est les services secrets de Sa Majesté. Et c'est quand même consciemment un produit d'exportation de la Grande-Bretagne qui est connu mondialement. Enfin, le soft power. Et ça, le soft power, ils doivent maintenir absolument ça. Alors, ça marche toujours. Ça. Oui, mais le dernier est très inquiétant de ce point de vue-là, justement, parce que si vous voulez voir la fin, on peut la voir comme métaphorique, c'est-à-dire que Bond, l'anglais, est sur une île qui pourrait peut-être être la Grande-Bretagne, pourquoi pas, laquelle saute, et ça correspond, volontairement ou pas, à quoi? Au Brexit. Bon. Et celle qui survit, Léa Seydoux, vous savez qu'elle est de nationalité française, monsieur. Bon, et donc, tout ça est peut-être inconscient, mais j'en crois pas un mot. Je ne crois pas un mot de ce que je suis en train de dire. Je pense qu'au moins instinctivement, il y a... Et c'est ça qui me paraît grave dans le dernier, bon, indépendamment du fait que Bond meurt, c'est que le premier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, marquait justement, chez Fleming et même dans le cinéma, un espoir de renouveau, de résurgence de l'Angleterre après la guerre, même si elle avait gagné, la chose est difficile. Tandis que là, j'ai l'impression qu'on a une espèce de constat, l'Angleterre est sur son île toute seule, il y a une explosion atomique, et puis ce qui peut rester, c'est l'Europe. Et c'est un peu, d'ailleurs, enfin, dans l'actualité, ce qu'on voit, c'est-à-dire que... Et la reine n'était pas encore morte. Hein. Et la reine n'était pas encore morte. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Bon, moi, j'aimerais, au contraire, parce que je suis assez anglophile, j'aimerais un Bond qui me dise « Ne vous en faites pas, ça va mal en ce moment, mais Sa Majesté et le pays de Sa Majesté vont remonter la pente. » C'est pas ce que nous dit le dernier. Enfin, c'est pas comme ça que je le lis. Et au moins, il y a une conclusion qui fait que... D'ailleurs, on voit sur la mort, il ne le tue pas juste d'une balle. Hein. Pour arrêter James Bond, il faut quand même une dizaine de missiles sur un milieu. Oui, mais l'ennui, c'est que, alors que Sherlock Holmes, on avait pu trouver un truc quand il était mort pour le faire ressurgir et pour qu'il ressuscite, là, ça devient très, très difficile. C'est peut-être ce qui est bien, c'est que le roi est mort, vive le roi. Hein, c'est ça. Donc, il y a une vraie... Je pense en tout cas, ils se sont donné le loisir de repartir de rien. Là, c'est pas le loisir, c'est l'obligation. L'obligation de repartir de rien, où effectivement, il va pas revenir ni l'acteur, ni quoi que ce soit. Enfin, il faudra trouver quelque chose d'intéressant pour remettre ça. Et c'est pour ça que je dis que ça va au-delà du changement d'acteur. Et peut-être qu'on le retrouvera, comme ça a été fait pour Casino Royale, de replonger dans les matériaux d'origine. C'est peut-être une solution aussi. Et ce que je disais, l'espère. Mais à la fin de Bon baiser de Russie, le roman, beaucoup de gens ont cru que Bond était mort. Et Fleming a dû faire un communiqué dans la presse, The Times, en annonçant non, mes informations, James Bond est bien traité. C'est incroyable. Et il serait, bon, il aurait passé un mauvais quart d'heure, mais il serait toujours vivant. Il est toujours vivant. Et je crois que le générique de No Time to Die, il y a la mention James Bond will be returned. Ah oui, bien sûr. Comme d'habitude.
Bon, écoutez, en tout cas, merci messieurs pour ce très bon moment. Et comme on dit en Angleterre, wait and see. Hein, et c'est ça. nous, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt de Dans la légende.